Alors, dans cette partie, je voulais un peu évoquer l'art, le langage et l'importance de l'art, parce que bon, on est dans une société où je pense qu'on peut appeler post-culturelle maintenant. Je pense que l'art disparaît complètement. Enfin, c'est mon humble avis. Pour nous, pour nos sociétés. Là, j'ai été à Lugano la semaine dernière et je me suis aperçu que les seules personnes qui s'arrêtaient sur mon stand, c'était des personnes, soit des architectes, soit des designers, soit des artistes. C'est-à-dire que l'art ne parle plus qu'à une espèce d'élite. Peut-être ça a été tout le temps comme ça. On ne sait pas. Mais je voulais dire, par exemple, cette femme inuite qui dit « Il n'y a pas de mots pour nommer l'art. Nous disons que c'est un transfert du monde réel dans le monde irréel. » Et pour moi, c'est un peu ça que je fais. C'est-à-dire que je pars d'une matière première pour l'enrichir et faire autre chose. Et Le Clésio dit dans son livre Aïe, pour l'Indien, il n'y a pas de création inutile, il n'y a pas d'art pour l'art, il n'y a que des fonctions. Et j'aime cette idée de fonction, de créer comme on mange, comme on pisse, comme on chie, comme on baise. Je crois que faut un peu désacraliser cette idée de l'art qu'on voit en Europe avec les grandes chefs-d'œuvre dans les musées. Je pense que l'art, ça reste quelque chose de simple. Alors, oui. Moi, je suis dans une position un peu dubitative par rapport à ce que tu dis, de façon extrêmement extrême. Parce que je pense que de toute façon, la deuxième phrase du Clésio est très, très belle. Il n'y a pas de création inutile, il n'y a pas d'art pour l'art, il n'y a que des fonctions. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, l'art, si tu veux, existe. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes d'art. Bien sûr, et elle continue d'exister. C'est pas parce qu'il y a un marché de l'art, c'est pas parce qu'il y a un marché, c'est le marché qu'il n'y a pas d'art. C'est-à-dire que c'est-à-dire, moi j'avais un grand-père jardinier, mais c'était le plus grand artiste que j'avais connu. C'est-à-dire que tu as il n'y a que des fonctions. Oui. C'est-à-dire que tu peux être artiste et sans jamais être dans une humilité extraordinaire en cultivant ton jardin. Bien sûr, et en faisant tu faisais des dahlias, tu peux être artiste en faisant une espèce de magnifique gâteau, etc. C'est-à-dire il n'y a que des fonctions. Ce qui est dommage, c'est que maintenant, si tu veux, on met des hiérarchies. On met des hiérarchies. Bien sûr, bon, si tu veux, il y a des hiérarchies. Et c'est vrai qu'il y a des hiérarchies. Par contre, je garde quand même les hiérarchies, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent plus les musées. Et moi, je garde quand même le plaisir d'être dans un musée et d'être devant un Rembrandt et d'être là et de dire c'est un Rembrandt. C'est tu vois. Donc c'est très compliqué. C'est-à-dire que je suis extrêmement contente. C'est de me replonger, si tu veux, dans le passé et de voir des gens qui m'époustouflent. C'est important. C'est vrai que, comme artiste français en ce moment, en français je te parle, j'ai pas beaucoup je ne suis pas époustouflée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est souvent assez verbeux, assez conceptuel. Bon, c'est-à-dire Duchamp, mais Duchamp, il a enlevé, si tu veux, quelque chose d'essentiel qu'il y avait encore, si tu veux, au XVIIe, au XVIIIe, etc. Bon, si tu vois Boucher et tout ça, etc., Fragonard, etc. Mais c'est vrai que à part Courbet, qui a conservé cette magnifique rapport et générosité à la nature, tu as même au XIXe, je rencontre pas. Alors, les impressionnistes, oui. Mais je n'ai pas de grandes admirations comme je peux retrouver, si tu veux, chez les grands Espagnols, les Espagnols ou les Hollandais. On n'est pas... Au niveau de la peinture en France, on n'est pas très... Bon, tu vois l'Espagne, tu vois les Hollandais et les Espagnols, tu vois Rembrandt, etc. Ou les Italiens. Tu as l'école italienne, En France, on est plutôt littéraire, en fait. C'est vrai, et c'est ça, on est littéraire. Donc, on ne peut pas... Mais bon, moi, en tout cas, j'aime la littérature, j'aime les musées, et toi aussi. Et tu dis les musées, mais tu aimes regarder. Bien sûr, oui, j'aime Tu sais bien, tu es très attentif. Donc, bon, maintenant, c'est vrai qu'on peut être déçu par le marché de l'art. Voilà, la fonction de l'art, est-ce que l'art doit finir dans les musées? Tu vois, c'est toujours cette idée, il doit être acheté. Oui, mais quand même, ça peut pas dans les coffres-forts, non.
Non, bon, non. Oui, mais bon. Non, mais dans un musée, que le musée soit ouvert et qu'il soit gratuit et que les écoliers, les étudiants entrent dans le musée gratuitement, tout le temps, et qu'il y ait cette connaissance, parce que ce qu'il y a en France aussi, c'est qu'il n'y a aucune éducation artistique. Bien sûr. Aucune. Tu vas voir, à partir de la primaire, hop, tout s'évanouit. Alors que les enfants, tu sens une délicatesse, tu sens une impulsion, une générosité dans leur dessin et tout ça. Dès qu'ils commencent à avoir affaire avec l'alphabet et le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, pouf, tout leur imaginaire s'en va rapidement. Hein. Donc voilà, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas assez d'éducation artistique. Et les musées, il faut ils ne soient pas comme ça des institutions complètement sanctuarisées. Il faut que ça soit extrêmement vivant, un musée. Bien sûr, oui. Voilà, donc il faut des musées. Ah ben on peut peut-être parler de mon exposition là que tu as vue avant-hier. Ah voilà, alors. Oui, alors, Beaux-Arts, oui. Alors je suis Parce allée que voir cette exposition. je vais expliquer au public si tu permets. Donc je viens d'installer au musée des Beaux-Arts de Besançon 72 peintures qui sont composées de 8 panneaux qui font 3,15 m par 3,15 m dans les escaliers du musée. Donc tu es allé voir cette exposition récemment. Oui. Donc je suis allée la voir et en fait je suis rentrée dans un espace silencieux. Évidemment, il n'y avait plus personne, c'est presque la fermeture. Et en fait, donc j'ai situé les deux côtés et je suis montée, j'ai gravi lentement les marches. Il me semblait que je gravissais dans le silence les marches d'un hôtel ou d'un temple maya, parce qu'on était dans cette espèce de silence solennel, parce qu'il y a une solennité. Quand tu es tout seul dans un truc que tu rentres, c'est comme l'église, tu vois. Et en plus, ça fait cet effet un peu là, parce que comme ils sont très très lumineux, ça donne aussi cette apparence de vitraux, de trucs. Donc tu rentres et tu es dans le silence et tu es dans la lumière en même temps. Quand tu vois, alors, ce qui m'a surpris, c'est que l'aspect extrêmement érotique que sont parfois dans ton travail, pour moi, disparaissait totalement. Il n'y avait simplement qu'une parcelle, une myriade de couleurs, de myriades de signes et de patterns extrêmement sensibles. Et puis, ce que je voyais qui dominait, c'est le lotus en fait. Il y avait le lotus, et beaucoup de... Voilà, c'est pour moi qui dominait. Et alors, ça c'était du côté droit, et puis après, je suis montée du côté gauche, et dans la même gravité, un peu solennité, mais enfin bon, avec mon tempérament, c'est toujours quand même un peu festif, quand même. Et j'arrive, tout d'un coup, c'était drôle, parce que là, tu es dans une espèce de temps immuable, de force finalement, comme un vitrail, tu vois, qui te raconte quelque chose d'immuable, immobile. Et tout d'un coup, j'entends un son grave, et un balancement, un truc. Et je me retourne, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce son qui était continu et qui revenait? Et puis, il y avait une fenêtre et une vitre filmée, et à l'intérieur de la vitre, 2 demi-arcs de cercle, et c'était la pendule du musée. Et j'ai dit, alors là, on est complètement, c'est fou. On est dans le temps, mais alors le temps qui se dégrade, parce qu'inexorablement, on est dans la... Bam, tu vois la pendule qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends, tu vois. Et ça m'a frappé parce que je trouve que si j'avais eu un plan à faire au niveau de la vidéo, justement, je serais allé de ton travail à la pendule ou de la pendule à ton travail. Parce que toi, tu dis, bon, voilà, il y a autre chose, il y a ce... mais il y a quelque chose qui est quand même la joie de vivre, la joie. Mais le son, et c'était de l'ombre noir et blanc, c'était du gris, ça m'a ramené à la réalité quand même, voilà, à l'heure qui passe. Et je trouve que la coïncidence des deux est pour moi, était assez percutante. Et ça m'a remué quand même. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Voilà ce que je peux dire en attendant qu'il y ait beaucoup de monde qui le voit. Parce que là, comme j'étais toute seule, donc c'est différent. Hein. Mais bon, j'aime bien être toute seule dans le musée. Hein. Oui, c'est pas... Moi, j'aime bien. Hein. Donc, je pense que pour avoir des révélations, il faut être seul quelque part. Oui. Parce que moi, c'est l'expérience que j'ai eue en Égypte. C'est-à-dire que pour avoir une révélation, je m'isole chaque fois. Oui. C'est difficile d'avoir une révélation en étant en groupe. Ben oui.
Oui, moi je pense aussi. Oui, Tu es obligé d'être voilà, très, très fortement ancré oui, et oui. d'être attentif. Alors je vais te parler d'une phrase qui m'est restée toute ma vie quand même. J'étais très jeune et je faisais un stage, si tu veux, chez un maître soufi. Et bon, donc un maître. Et donc il nous pose la question, à l'auditoire, il nous pose la question, il nous dit qu'est-ce qui est Dieu? Bon, on était tous là, vraiment, tu vois, qu'est-ce que Dieu? Bon, en plus, tu vois, ça nous. Voilà. Et alors, on n'a pas répondu. Au bout de la troisième fois, au quatrième, et on était toujours en train de rien, tu vois, de rien dire. Il dit attention. Attention. C'est l'attention. Oui. Quand tu es attentif, le monde se révèle. C'est vraiment, c'est l'attention qui permet. Il n'y a que les hasards heureux, c'est parce que tu as été attentif. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tu es attentif. Si tu n'es pas attentif, tu vois rien passer. Et les chances de ta vie, elles sont aussi dans l'attention que tu portes aux choses. Oui, c'est vrai. C'est très, très important. Donc cette idée, c'est toi-même. C'est-à-dire, c'est comme quand tu vois, la conférence des oiseaux de Brooke, etc. La conférence des oiseaux, tu gravis les échelons, et au bout du compte, qu'est-ce que tu découvres? Ton reflet dans le miroir. Oui, voilà. Oui, c'est toi. C'est-à-dire, c'est toi. La personne, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Oui, oui, oui. Et ton travail, c'est ton accumulation de connaissances, parce que tu es quelqu'un de très, très cultivé. Ton accumulation de connaissances, ton attention de la nature qui font que tu arrives petit à petit vers quelque chose qui te révèle de plus en plus. Oui, oui, c'est vrai. Donc, tu vois, voilà, c'est parce que tu recherches, tu es toujours en recherche. Sauf peut-être quand tu es dans ton canoë et que tu es là, tu es dans l'air et que tu... Mais ça, c'est aussi la vitalité. Bien sûr, oui. C'est une autre forme de très, très grande vitalité, la nature. Être dans la nature. Et quelqu'un disait dans une interview, et c'est vrai que tu es à la fois masculin et féminin, et c'est vrai, c'est tout à fait, tu es à la fois masculin et féminin, et tu as cette compréhension, mais c'est parce que tu es très attentif que les choses arrivent. Que les choses arrivent. Sans doute, oui. Oui, les choses Quand arrivent. je pense à ma vie, j'imagine tous les gens de haute qualité que j'ai rencontrés, oui. J'en suis toujours étonné. Il ne faut pas les laisser passer. Hein. Oui, oui. Mais je me rappelle toujours, à New York, j'étais allé dans une fête et j'ai vu cette femme à l'autre bout de l'espace, elle s'appelait Vanilla. C'était un maître yogi hindou. Et je lui dis, mais tu as une forte énergie. Elle m'a dit, il faut être deux pour comprendre cette énergie. Et ça, c'est cet échange. Ah bah oui. Et c'est cet échange que j'ai aussi avec les images, avec la nature, avec tout ça. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas laisser passer. Et il faut parce que tu parlais de, justement, tu pourrais lire le très très beau texte. Le chant des Navarros. Ah oui, comment on se guérit, on se guérit par le chant des Navarros. C'est une cérémonie de guérison. Oui. Et qu'on dit qu'on se guérit. Eh bien, écoute, mais je vais raconter l'anecdote sur ce chant. J'ai raconté cette anecdote plusieurs fois. C'est-à-dire, j'étais aussi à un autre endroit à New York. J'ai une amie photographe, Anne-Marie Dannenberg, qui faisait une exposition de photos à Harlem. Et j'ai vu aussi cette dame à l'autre bout une autre dame à l'autre bout de la salle. Et je suis allé vers elle. Elle était amérindienne. Et on a bien sympathisé, et 2-3 jours plus tard, j'ai reçu sa carte avec le chant de nuit des Navarros. Et c'est assez étrange pourquoi elle m'a donné ce poème, puisque finalement, c'est vrai que mon travail s'inscrit dans la beauté quelque part. Oui. Et donc je vais lire ce petit texte, qui est une prière, une incantation. Hein. Dans la beauté, je marche, avec la beauté devant moi, je marche, avec la beauté derrière moi, je marche. Avec la beauté au-dessus de moi, je marche. Avec la beauté au-dessous de moi, je marche. Avec la beauté tout autour de moi, je marche. Tout est fini dans la plénitude. Tout est fini dans la plénitude. Ce que ça nous dit, c'est qu'il faut un peu oublier cette relation horizontale qu'on entretient avec le monde pour entrer dans une espèce de relation cosmique, c'est-à-dire toute dimension, dont on a parlé un peu tout à l'heure. Et pour ça, les Amérindiens avaient compris ça. Ils ne vivaient pas seulement sur un seul plan de pensée. Mais toi, déjà, tout petit, tu le voyais dans tes cailloux. Hein.
Oui, sans doute. Oui, Mais oui, mais bon, parce qu'on ne ramasse pas des cailloux innocemment. Hein. Tu vois, des cailloux, tu vois, tu les voyais déjà dans ces petits trucs. C'est un résumé du cosmos, un caillou. Hein. Voilà, bien sûr, oui, tout est dans tout, bien sûr. Oui. Et moi, j'avais connu ce texte, non pas par toi, mais parce que j'aime énormément Jacques Roubaud, donc il m'a apporté énormément de choses, et j'avais acheté le livre qu'ils ont fait avec Florence Delay, qui s'appelle La partition rouge, c'est poèmes et chants des Indiens d'Amérique du Nord. Et là, il y a la transcription complète de la cérémonie de Navarro, qui est une cérémonie de guérison. D'accord. Et donc, et là, il y a tous ces chants, donc, et donc là, il est là, le chant, je marche, dans la beauté je marche, dans la beauté je marche. Et à la fin, c'est parce que tu as toi-même l'impulsion, si tu veux, de la beauté, et c'est la vie qui revient, si tu veux. Si tu as que des nouvelles désastreuses à la radio et tout ça, que tu es complètement dans la misère de tous côtés. J'ai entendu une émission sur France Inter ce matin, mais ça se dit aussi, c'est-à-dire où ils disent que les gens qui sont heureux et qui ont confiance en la vie ont moins de graves maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson, etc. Les gens qui vont vers la vie et qui vont vers la beauté. Et c'est vrai que c'est consolant, mais pour moi aussi, je me console dans les musées. Et voir quelque chose, etc. Je suis dans une espèce d'extase matérielle, parce que je ne crois pas du tout en Dieu, moi je suis agnostique, mais quelque chose qui me ramène, quelque chose qui pour moi, ça me régénère, parce qu'il y a quelque chose de là qui est de l'ordre de la compréhension ou de l'avidité de la vie, même si c'est quelque chose de grave. Tu vois, bien sûr, même si c'est quelque chose de grave, tu sens que la personne qui a fait ça, elle est tellement justement dans l'attention, dans la concentration et dans l'humilité, parce qu'il faut être humble. Hein, il faut être humble pour faire quelque chose. Ce qui passe, c'est plus elle, ce sont des canaux, finalement, de l'observation du monde, de la compréhension du monde. Et ça, et ça nous est renvoyé. Ça nous est renvoyé. Oui, on l'espère, mais... ça nous est envoyé peut-être à certains gens qui sont plus sensibles que d'autres. Plus sensibles, parce que nous, peut-être, on est plus sensibles. Mais bon, je pense que ça envoie à tout le monde. Si les gens étaient moins rudes, etc., parce qu'ils ont souffert aussi, parce qu'il y a eu des trucs, il y a eu des blocages, des barrages dans l'enfance, ils retrouveraient tout ça. C'est évident. Oui, tout à fait. C'est évident. Et moi, j'en parlais beaucoup dans mes cours de couleurs. Je ramenais à la personne profonde et non pas à ce qu'on voulait qu'elle soit. Hein. Oui, il faut ramener à la personne profonde et au temps profond. Au temps profond, mais oui, c'est la même chose. C'est la même chose, oui, mais il faut y aller dans ce temps-là. C'est pas évident, parce qu'il faut du courage aussi pour aller là-dedans. Oui, enfin bon, il faut aller au commencement. Des choses, tu vois, mais je pense qu'il faut pas tellement de courage, il faut lâcher prise. Oui, il faut un lâcher prise, mais malgré tout, c'est un chemin assez solitaire. Hein. Ah oui, non, oui. Pas... Oui, non, mais c'est vrai, c'est un chemin solitaire. Oui. Mais en même temps, regarde, c'est un chemin solitaire, tu dis pour toi. Mais tu parles aussi que tu as beaucoup d'amis. Tu es seul peut-être avec le marché de l'art, venons-y. Mais ça, qu'est-ce que... Bon, voilà. Hein. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Bon, c'est bon. C'est-à-dire que ta vie, elle est quand même faite avec ce plaisir, cette économie de moyens peut-être, mais plaisir de créer. Donc, c'est au-delà du plaisir, c'est une extase d'être artiste pour moi. Oui, non, mais je comprends. Je comprends très bien ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on peut vivre d'amour. Et puis d'eau fraîche, mais l'eau fraîche, c'est la source. La source, c'est la peinture, c'est la création. On peut faire comme ça. On n'a pas besoin je crois qu'on n'a pas besoin de... Je pense qu'en notre temps, finalement, vivre simplement, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire au niveau progrès. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, et puis en plus, tu vois, Jean-Pierre, moi j'ai un cousin aussi pour qui j'ai beaucoup d'admiration comme toi. Je pense que toi, à part l'art, tu pourrais te suffire sur une île déserte. Ah oui, tu pourrais planter un truc, tu pourrais trouver des trucs, tu pourrais te suffire. Et ça, c'est quand même ce qu'on dit, l'art c'est la vie, mais ça c'est la merveille du truc, c'est que tu as de l'imagination et un sens de la technique.
Oui, c'est vrai. Oui, Un sens de la technique extraordinaire qui fait que cette technique, tu peux la mettre aussi bien dans ton rapport à l'art, à la peinture, à tes plexis, finalement, qu'à faire un enclos pour un cheval, pour faire un truc, etc. Tu peux faire une porte, tu peux faire une maison, tu peux faire planter des salades, et ça, c'est extraordinairement attractif, attirant. Enfin, vraiment, moi j'ai un cousin pareil, dans le Midi, il est extraordinaire parce qu'il sait vivre avec très peu de choses et avec une intelligence mais merveilleuse de la nature et de la simplicité voilà. Bon, mon grand-père était comme ça aussi. Voilà. Mon grand-père était comme ça, donc j'ai une très très grande admiration pour ces petites gens qui ont finalement bricolé leur vie avec une grâce absolue. Oui, oui. Voilà, donc... Et toi, tu avais un grand-père aussi, Voilà, bien sûr, merveilleux, merveilleux, qui s'appelait Maurice, et que j'ai connu, avec son chien noir. Il était merveilleux. Parle un peu de ton grand-père. Ben oui, ben écoute, on avait une affinité particulière, et je me rappellerai toujours, une fois j'étais en discussion avec lui, on discutait souvent du monde, et il me dit, oh, Jean-Pierre, c'est bien que tu sois artiste, parce que les artistes sont des gens importants, parce qu'on vient au monde avec un espèce de tas de bois, si tu veux. Et quand les artistes quittent ce monde, leur tas de bois est plus grand. C'est pas un truc matériel qu'il me disait, c'est un truc spirituel. Et donc je lui rends hommage, il m'a toujours beaucoup aidé dans ma démarche artistique. Et oui, puis ça a été ton premier voyage en Égypte. Voilà, c'est avec lui, oui, tout à fait. C'est lui qui t'a initié, enfin pas initié parce que vous étiez... Voilà, on est allé en Égypte. Voyage, vous allez en voyage. On en parlera dans la prochaine partie. Bon. Claudie.